Alors donc oui, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai vraiment le plaisir d'animer aujourd'hui cette première table ronde de la journée, d'inaugurer ces nombreuses sessions qu'on va avoir aujourd'hui pour parler donc de cette table ronde intitulée Vivre son quartier. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'échelle du quartier, de comment les acteurs et les actrices de la fabrique de la ville peuvent prendre en compte la grande diversité des besoins et des vulnérabilités, des envies des habitants et des habitantes pour leur permettre de bien vivre dans leur quartier. C'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Mais avant de commencer, avant de poser des questions à nos trois intervenantes, il était nécessaire de poser un petit peu quelques jalons, quelques notions, ce sera mon rôle aujourd'hui. Et tout d'abord, peut-être commencer par se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un quartier. Alors c'est une question à laquelle de nombreux chercheurs et chercheuses ont discuté, se penchent depuis de nombreuses années sans vraiment trouver finalement de consensus, de définition parfaite, mais parce que la notion elle varie beaucoup selon le contexte, notamment le contexte territorial. Un quartier, ça signifie pas la même chose dans une grande ville, dans un village, dans le périurbain. On peut même se demander si le quartier est une notion qui est pertinente dans les espaces ruraux, dans un village par exemple. Mais néanmoins, le quartier, il évoque généralement l'échelle de la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'une rue au cœur de Paris ou à une autre échelle, ça peut être le village entier dans des espaces ruraux. Donc c'est généralement l'espace du quotidien, enfin c'est une approche qu'on peut avoir de la notion du quartier en tout cas. La géographe France Guérin-Passe, elle parle par exemple plutôt de territoire de proximité plutôt que de parler de quartier pour aborder finalement les espaces du quotidien. En tout cas pour le définir, elle reprend la définition du géographe Guy Dimeo, qui est que c'est l'espace fréquenté par chacun de nous, avec ses lieux attractifs, ses nœuds, autour desquels se construit l'existence individuelle. C'est l'espace concret du quotidien. Il est donc important tout d'abord de considérer que c'est cet espace du quotidien, mais qu'il varie d'un territoire à l'autre, mais aussi d'une personne à l'autre. Il ne va pas avoir les mêmes contours, ce quartier, cet espace du quotidien, pour un enfant, pour une femme seule, pour une personne âgée. Donc ça nous emmène à la deuxième question, qui est qu'est-ce qu'est bien vivre dans son quartier ? Bien vivre, c'est se sentir bien dans ce quartier, dans son territoire. Et les critères pour se sentir bien dépendent à nouveau de qui on est, de quels sont nos besoins, nos envies, nos vulnérabilités. Et les conditions de ce bien vivre, elles ne seront donc pas les mêmes selon notre âge, notre genre, nos revenus et nos capacités au sens large, de mobilité, de sociabilité, d'expression, de perception. Et enfin, qu'est-ce que serait un quartier inclusif ? Alors on abordera les choses avec un peu plus en détail tout à l'heure, mais dans les grandes lignes, on peut interroger en tout cas l'inclusivité d'un quartier en réfléchissant, alors bien sûr, à l'accès aux transports en commun, aux soins, aux espaces de détente, de loisirs, etc., etc. Donc il s'agit là d'une accessibilité au sens large, physique. Est-ce que je peux y accéder ? Est-ce que je peux m'y rendre ? Mais aussi une accessibilité symbolique. Est-ce que je m'y sens le ou la bienvenue ? Est-ce que je m'y sens à ma place, à l'aise ? Est-ce que j'ai mon mot à dire dans cet espace ? Est-ce que je peux participer à son changement ? Autrement dit, la proximité, cet espace de proximité, est aussi un espace de proximité symbolique. C'est un sujet qui est essentiel parce qu'il peut devenir un enjeu de santé. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, je travaille pour ma part sur le sujet du vieillissement de la population dans les espaces ruraux et périurbains. Et il apparaît par exemple que l'accès aux services de santé dans ces espaces est certes une question de proximité physique. Est-ce qu'il y a un médecin proche de chez moi ? Mais aussi de proximité symbolique. Est-ce que j'ai confiance en les médecins qui sont proches de chez moi ? Et donc, est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que c'est légitime de ma part, en tant que personne âgée qui aurait des difficultés de mobilité, de demander un service de transport pour me rendre dans un centre de soins, mais qui serait plus loin, parce que je l'ai choisi. Mais au-delà de la question des médecins, on le disait déjà tout à l'heure, l'inclusivité, c'est aussi l'accès aux espaces naturels, aux espaces de marche, etc. Donc, comment imaginer des quartiers qui permettent aux personnes âgées, aux enfants, aux familles, aux femmes, aux personnes racisées et aux personnes neuroatypiques
d'aussi bien vivre dans leur quartier les unes et les autres et de s'y sentir toutes et tous autant à leur place. Donc c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui avec plusieurs actrices de la Fabrique de la Ville. Marguerite Salpin, designer au sein de l'atelier Approche. Nadia Tari, directrice aménagement, responsable et innovation chez Espace Ferroviaire. Et Clémence Fontan-Ducret, qui travaille au comité départemental de Seine-Saint-Denis. Donc pour ouvrir, je vais vous proposer à chacune de vous présenter et de présenter la façon dont vous abordez la question de l'inclusivité dans vos différents travaux. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation pour participer à cette table ronde. Donc, pour me présenter rapidement, donc je suis Marguerite Salpin et je suis designer au sein de l'atelier Approche. Approche, c'est un atelier d'urbanisme participatif, collaboratif. On s'est fondé vraiment il y a 10 ans maintenant, avec la volonté d'impliquer les habitants, de partir des gens, du territoire pour concevoir la ville. Et donc on a on a plusieurs pôles. Peut-être que je peux vous présenter déjà globalement les différents pôles d'activité dans lesquels on intervient. On a un pôle études-action, donc on mène des études urbaines, donc des diagnostics, des cartographies sensibles et des plans guides qu'on associe à des actions collectives de terrain. Donc on va faire des chantiers participatifs, des ateliers collectifs avec les habitants. Donc ça c'est la majorité de notre activité chez Approche. Et après on a deux autres pôles qui qui s'alimentent les uns et les autres, donc on a un pôle réflexion qui est plus là pour qu'on réfléchisse sur des sujets un peu plus, on mène des études approfondies notamment sur les questions de l'urbanisme égalitaire, l'urbanisme inclusif et également l'urbanisme transitoire. Et puis on a un pôle formation où on donne des formations aux professionnels de l'aménagement pour un peu leur transmettre notre savoir issu à la fois des apports théoriques et des apports qu'on a eus sur le terrain. Voilà globalement la présentation d'Approche. Mais donc comment on s'est intéressé du coup à cette question de l'inclusivité dans les espaces publics. Ça remonte au moment où en fait on a longtemps été implanté dans le quartier d'Aubervilliers, de d'Émile-du-Bois à Aubervilliers, et c'est un quartier qui était en renouvellement urbain et qui était assez délaissé, et donc on avait cette volonté de réactiver ce centre de quartier, de créer des aménités dans ce quartier pour vraiment répondre aux besoins urgents des habitants et puis aussi alimenter le projet urbain futur, tout en impliquant bien sûr les habitants. Et donc on a conçu un plan guide des espaces à co-construire avec les habitants en imaginant tous les ans mener des aménagements temporaires transitoires qui ont été imaginés avec les habitants. Donc on a fait un abri devant une école, on a mis en place des agrès sportifs non genrés, un espace de jeu pour les enfants, plein d'actions tout au long de l'année, donc de 2015 à 23 même, et on s'est intéressé en fait à cette question de l'égalité en fait par le biais de nos observations sur le terrain. On s'est assez vite rendu compte que les femmes et les hommes n'occupaient pas l'espace de la même manière et qu'il y avait un enjeu à créer des espaces agréables aussi pour les femmes. Et donc on a mené un diagnostic genré pour avoir pour dresser un peu un état des lieux de ces questions-là dans le quartier. Et ça nous a amené donc à travailler sur un parcours après des aménagements transitoires plus axés sur l'égalité, donc un parcours signalétique pour valoriser les femmes du quartier, un parcours lumineux que je vais vous présenter un peu plus en détail après pour favoriser la marche nocturne de toutes et tous, et puis on a mis aussi en place un lieu pour les femmes du quartier parce qu'on avait remarqué qu'il n'y avait pas de lieu où elles pouvaient se retrouver, donc il y avait un enjeu à leur offrir un espace convivial, accueillant, et donc on a récupéré une ancienne station service qui a été réaménagée pour que les femmes puissent avoir un lieu pour prendre des cafés. Aujourd'hui c'est approprié par des associations de quartier, ça vit tout seul, il y a déjà 2 associations portées toutes les 2 par des femmes, et donc c'est vraiment devenu un lieu phare du quartier qui va d'ailleurs être pérennisé dans le projet urbain. Voilà, globalement, pour la première question. Très bien, oui. Donc,
ensuite. Bonjour, donc Sarah Le Guenec du département de la Seine-Saint-Denis. Moi, je suis chargée de projet de tiers-lieu autonomie dans mon quartier, mais je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Quartier Inclusif, que je suis venue présenter. Donc, juste pour faire une petite pointe de rappel, le département, en fait, il est chef de file des politiques de solidarité. Donc, les questions de l'inclusion, elles sont un peu par essence incarnées par le département. C'est notamment le versement des prestations sociales pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap, et aussi une gestion de politique d'établissement. On travaille aussi du coup sur des projets comme Quartier Inclusif. Donc il y a en fait une démarche multipartenariale qui réunit des acteurs comme l'ANRU, l'ARS, la CNAV, la CNSA. On a aussi la Caisse des dépôts, la DRIL et l'AORIF qui sont signataires de cette démarche. Donc en fait, c'est une démarche qui vise à penser un peu les enjeux de l'accessibilité en Seine-Saint-Denis, notamment dans les quartiers en rue, étant donné que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est très dense, très urbain, et qui est aussi très jeune, mais qui va connaître une modification de sa démographie, puisque la population va vieillir aussi. Et donc, ce projet Quartier Inclusif, il est là pour anticiper toutes ces évolutions. Donc en gros, la démarche, elle permet à la fois d'outiller des acteurs qui viennent de secteurs de travail différents, donc qui viennent de l'aménagement, du secteur du logement, du secteur de la santé. Donc ça permet aussi de faire évoluer un petit peu plus des enjeux de partage de pratiques, et puis donc de travailler sur des sujets un petit peu plus pratiques, comme la mise en place d'un référentiel. Donc on a mis en place via cette démarche un référentiel pour une Seine-Saint-Denis favorable au vieillissement et au handicap, qui est en gros une boîte à outils à destination de tous les acteurs de l'aménagement pour mieux inclure cette notion du vieillissement dans les quartiers, et puis donner des exemples de projets intéressants à mettre en place pour favoriser la cohésion sociale à l'échelle du quartier. Donc on y parle des tiers-lieux autonomie, mais on parle de plein d'autres choses, de l'habitat inclusif, de la mise en place d'une chaîne d'accessibilité efficace, etc. D'ailleurs, j'en ai laissé un petit peu sur le comptoir qui est tout à gauche de la salle, donc n'hésitez pas à en prendre à la fin. Et puis donc il y a eu d'autres travaux qui ont été menés via cette démarche, notamment l'accompagnement de 10 quartiers sur une démarche d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pareil pour les outiller sur les questions d'accessibilité dans le cadre de projets de renouvellement urbain. En ce moment, on a des webinaires qui sont mis en place avec les acteurs du logement social pour essayer aussi de les outiller sur les questions de l'habitat inclusif. Et puis, il y a aussi le projet Parcours inclusif et résilient dans l'espace public que je détaillerai un petit peu après, du coup. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nadia Tari, je suis directrice engagement responsable et innovation au sein d'Espace Ferroviaire. Espace Ferroviaire, c'est une filiale du groupe SNCF qui est en charge notamment de l'aménagement. Donc, le cœur d'activité, c'est l'aménagement urbain, la transformation de fonciers ferroviaires, de certains fonciers ferroviaires en quartiers urbains mixtes. Et puis, on a également une activité de développement immobilier en interne. Donc, on a une logique un peu intégrés. Donc, on a une particularité donc autour de la transformation de ces fonciers ferroviaires, c'est qu'ils viennent s'inscrire. Alors, ils sont moins exploités et ils s'inscrivent dans un tissu urbain qui est un tissu urbain existant, donc qui repose la question en fait de l'ouverture à la ville, de la greffe en fait de ces fonciers-là avec le reste de la ville, donc avec des enjeux assez importants autour de la participation, de la concertation notamment. Et on est arrivé, on a intégré, commencé à traiter la question de la santé au moment où on a commencé, alors d'abord à avoir une réflexion sur la question environnementale et le bas carbone, et avec la volonté en fait de prolonger ce sujet-là en travaillant l'équilibre avec la question des usages dans un premier temps, ce qui nous a emmené à la santé. Aussi parce qu'on est parti d'une question opérationnelle à l'échelle d'une opération que j'évoquerai tout à l'heure, qui est l'opération Hébert, localisée dans le secteur Paris Nord-Est, et qui traitait beaucoup de la question du cadre de vie à l'époque. Donc ça fait on en parlait en 2015 globalement, et on a senti qu'on avait aussi un besoin de mieux valoriser ce sujet-là, et c'est là où on a commencé à répondre à un AMI qui avait été lancé par l'ADEME et l'ARS Île-de-France sur le sujet des évaluations d'impact sur la santé. Donc ça a été la première brique, et qui a été une étude très approfondie
qui nous a permis de nous ouvrir aussi à des méthodes autour de la question des profils sociodémographiques, des inégalités sociales de santé. C'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à la mise en visibilité de la question de la santé dans les opérations d'aménagement. Donc on l'a généralisé, on a continué ensuite ce travail-là à travers, on voulait finalement que ça ruisselle aussi à l'échelle de l'activité de développement immobilier. Donc on a travaillé sur une sorte de démarche maison, immeuble de demain, où on a commencé à y inscrire en fait des éléments de questionnement sur ce sujet de la santé. Donc voilà un peu comment on est arrivé à cette question et évidemment à la prise en compte ensuite de l'inclusivité dans ce sujet de la santé, ce qui a permis aussi d'acculturer en interne et puis de faire de ce sujet-là un enjeu fort aussi au sein de la politique de responsabilité sociétale finalement d'espace ferroviaire. L'opération Hébert, c'est une opération donc, qui s'inscrit donc dans le secteur Paris Nord-Est comme je l'évoquais, donc un secteur qui se transforme. Donc, on voit sur cette slide les différents secteurs en fait qui se transforment, et avec ce site donc Hébert de 5 hectares qui vient aussi s'inscrire le long du faisceau ferroviaire. Donc il est au croisement entre la rue de l'Évangile et puis la rue Cugnot. Donc ça donne une petite idée en fait de la localisation de ce quartier-là, donc dans le 18e arrondissement. Donc en termes je vais revenir juste rapidement sur la programmation parce que c'est un point qui est important. Donc comme je le disais, c'est un quartier mixte. On voit qu'il y a quand même un dénominateur commun aussi qui est celui du végétal en fait, qui permet de donner une certaine forme de lisibilité. Sur ce secteur, donc on a une grande part de logement et notamment de logement social. Donc il y a un travail qui est assez fin qui a été fait pour permettre en fait une harmonisation aussi des différentes formes. Donc ça c'est un point qui est aussi important à l'échelle de ce quartier. Et on voit qu'il y a notamment un travail assez spécifique qui est fait sur la question des hauteurs et des porosités. Voilà, ça c'est un point qui est assez important puisqu'on parlait tout à l'heure de la question de la charge visuelle notamment. Et ben c'est typiquement un point qui a été pris en compte assez tôt dans l'opération d'aménagement pour essayer de travailler sur les porosités d'une part, qui donnerait effectivement, qui permettrait d'avoir une accessibilité facilitée entre le secteur central et le square notamment, mais également l'extérieur finalement de ce secteur-là. Donc ça, c'est un des points qui avait été traité assez tôt. Et donc cette programmation, elle est également importante parce que elle offre donc à peu près 8000 mètres carrés d'espace végétalisé, d'espace vert et d'espace commun, ce qui pose ensuite la question de l'animation en fait de ces espaces-là. Comment a été pris en compte la question de l'inclusivité, notamment dans l'opération Hébert? Alors, il y a eu tout d'abord des éléments de cadrage pour se focaliser en fait sur la manière dont on allait centrer cette question-là à l'échelle des espaces publics. Donc, sur ces cadrages-là, donc on a abouti finalement à se donner comme priorité le travail sur l'aménagement des espaces communs, avec en particulier 2 points qui nous questionnaient. Une traverse, donc en se disant comment est-ce que cette traverse-là pouvait être un élément un peu central dans le quotidien finalement aussi des futurs habitants et puis des riverains, et également le jardin du faisceau. Pourquoi le jardin du faisceau? Parce que c'est un espace commun qui sera en partie végétalisé, mais parce qu'il est également positionné le long du faisceau ferroviaire, donc ce qui pose la question de la manière dont on va vivre en fait ce jardin et comment est-ce qu'il peut être animé pour réduire finalement aussi ou améliorer le sentiment de sécurité qu'on peut avoir sur cet espace-là. Donc on voit qu'on a 2 éléments qui sont des éléments pivots, et autre point important, c'est bien sûr l'animation et la programmation au niveau des rez-de-chaussée pourrait également en faire des éléments centraux au niveau du quartier. Donc, et là on voit qu'effectivement c'est un parcours en fait qu'on peut avoir depuis la rue Cugnot, qui va permettre donc de faire le lien entre
l'environnement proche, et puis ensuite un certain nombre de programmations qu'il peut y avoir, programmation, ce qu'on peut voir notamment indiqué à ce niveau-là, à travers notamment une crèche, et qui permet d'accéder à l'autre côté en fait du quartier et du secteur. Donc il y a eu une volonté de mettre en exergue la question du commun, la question du comment on vit effectivement, comment on occupe en fait les espaces extérieurs, et comment les programmes qu'on va venir implanter vont être en capacité de venir animer en fait cet espace-là. Et en rapide, cette réflexion-là, elle nous a effectivement amené à travailler sur un certain nombre de recommandations dans ces espaces qui vont venir toucher à l'usage dans les espaces publics, avec des choses assez simples qui permettent notamment soit de faire une pause à un moment donné dans les espaces avec un mobilier urbain donc spécifique, soit également d'avoir accès typiquement à des points d'eau par exemple. Ensuite, il y a eu une volonté aussi de se focuser sur certaines populations, notamment les femmes, les personnes âgées, et dans cette perspective-là, donc il y a eu cette idée d'implanter en rez-de-chaussée une conciergerie, en fait, d'être dans une logique d'accompagnement à la maîtrise d'usage qui serait axée notamment sur l'alimentation saine, et qui permettrait de donner aussi accès à des salles pour les jeunes filles, par exemple, avec des créneaux spécifiques. Donc il y a une étude qui a été lancée sur ce sujet-là. Ensuite, on est sur un temps assez long, donc ça pose la question de comment on anticipe l'implantation de ces programmes-là en rez-de-chaussée, et la déclinaison notamment dans les fiches de lots. Et enfin, en termes de programmation, on a également un des lots qui longe la rue Cugnot, qui prévoit un programme donc de résidence pour personnes âgées, ainsi qu'une crèche et une salle notamment collective qui serait partagée à l'échelle en fait du lot qui est prévu. Et à proximité de ce lot-là, on retrouve également un équipement de santé qui effectivement serait assez facilement accessible depuis ce lot mixte en fait qui présenterait les différents types de programmation. Voilà, mais juste en rapide, ce que je voulais juste évoquer, c'est que sur la question des recommandations qui sont produites ou dans la manière en fait dont on souhaite les mettre en place, il y a un enjeu de suivi dans le temps, en tout cas pour un aménageur. À partir du moment où on a produit ces recommandations, il faut effectivement les décliner dans les fiches de l'eau et amorcer une démarche de suivi pour pouvoir mettre en place toutes les conditions pour qu'on puisse les implémenter en rez-de-chaussée, donc avec tout le cadre de négociation qu'il peut y avoir aussi avec les différents acteurs. Et ces recommandations ont également été largement partagées dans le cadre de la concertation, d'ateliers de participation et de co-construction avec les riverains. Et donc c'est un cadre qu'il faut continuer en fait à travailler également dans le temps et dans le développement de l'opération. Sarah Le Guenec, peut-être, désolée et non pas Clémence, je me suis mélangée avec votre collègue. Comment est-ce que ça résonne avec le programme quartier inclusif du département ? Oui, je remets mes slides puisque j'ai pas oublié de les mettre. Donc nous, avec la démarche quartier inclusif, sur des projets un petit peu plus spécifiques, du coup, on a travaillé sur la démarche parcours inclusif et résilient. Donc cette démarche, c'est donc le guide que vous voyez sur la droite de la diapo et que j'ai également mis à gauche à disposition dans la salle. Donc en fait, donc ce guide, il a été conçu, par Monono, donc qui est une agence d'urbanisme qui nous a accompagnés au cours de la démarche. Et donc Monono travaille notamment beaucoup sur les questions des cheminements dans l'espace public et des mobilités. Et donc en fait, l'objectif de la démarche, c'était de réaliser des préconisations dans 4 quartiers en renouvellement urbain. Donc parmi eux, le quartier Mons-le-Pont-Blanc à Sevran, le quartier Franc-Moisin à Saint-Denis, le quartier de la Noucaillée à Bondy et le quartier Marnaude à Villemomble. Donc en fait, c'est une mission qui s'est déroulée sur un laps de temps assez court puisqu'elle a duré 6 mois. Donc la première partie de la mission, c'était d'identifier des ressources et hiérarchiser les parcours qui sont réalisés par les usagers à l'échelle du quartier. Donc dans la démarche, il y a 2 mots-clés qui sont beaucoup employés, qui sont les notions de parcours et de ressources. Les ressources étant tous les points dans lesquels on va aller pour réaliser une activité. Donc ça peut être un service public, ça peut être un parc, ça peut être un arrêt de bus, un commerce, tout point qui peut être utile
Voilà. Donc du coup, la démarche, c'est vraiment d'étudier le cheminement en fait du domicile jusqu'à ce point de ressources. Donc ensuite, pour compléter ce travail d'analyse terrain et cartographique, on a réalisé des ateliers d'expertise d'usage dans chacun des quartiers, donc avec des habitants qui étaient concernés ou non par les problématiques d'accessibilité. Donc ça a permis un petit peu d'enrichir ce travail cartographique et de croiser les regards. Et puis donc enfin, il y a eu des recommandations qui ont été dressées dans le livrable donc que je vous ai montré, qui sont en fait des préconisations générales et des fiches actions à décliner à l'échelle de chaque quartier, mais en fait chacune de ces fiches actions peut être applicable dans n'importe quel quartier en rue en fait, parce que c'est des thématiques globalement assez larges. Du coup, parmi les préconisations générales, donc on avait un appui sur des notions de droit commun, sur notre référentiel qu'on avait dressé pour une Seine-Saint-Denis favorable au vieillissement et au handicap. Il y a aussi quelques préconisations clés comme introduire la notion du care dans les enjeux d'aménagement. Donc par l'idée d'introduire la notion du care, c'est essayer de penser, comme on le disait tout à l'heure, à essayer d'inclure un petit peu, de penser l'emplacement des toilettes, essayer de mettre en place plus de points d'eau, de points d'ombrage pour faire en sorte que les quartiers soient plus agréables à vivre et mieux prendre soin des gens aussi à travers l'aménagement. Et puis, du coup, il y a ces fiches actions qui sont un petit peu plus des outils pratiques. Donc là, j'ai mis celle des francs-moisins. Donc les francs-moisins, c'est assez particulier parce que c'est un chantier en rue qui va être assez long, qui doit durer normalement jusqu'en 2030, mais certainement un petit peu au-delà, et qui va donc impacter la vie des habitants pendant de longues années avec des travaux qui seront potentiellement bruyants, etc. Donc la première recommandation qui a été mise en place par Monono, c'était d'essayer de favoriser les cheminements dans le quartier et la continuité des déplacements autour des lieux de vie, des bâtiments. Donc là, par exemple, leur préconisation, c'est de mettre en place plus de rampes d'accessibilité, de platelage antidérapant. Enfin, c'est des choses qu'on voit déjà se mettre en place sur beaucoup de travaux, mais il y a l'idée d'essayer de systématiser ça et aussi de systématiser l'accès à l'information, parce que souvent on a l'accès à l'information sur la finalité des travaux, mais pas sur toutes les phases, sur ce qui va se passer pendant. Donc c'est aussi assez important de détailler tout ça. Et leur autre point de vigilance sur le quartier franc-moisin, c'était autour des lieux de convivialité. Donc par exemple, il y a un city-stade qui va être déplacé en fait sur le quartier, mais qui va continuer à vivre pendant une longue période. Et il y a un peu cet enjeu de comment faire en sorte que ce city-stade il soit encore approprié, qu'il soit encore agréable de s'y poser pendant une période où on aura potentiellement pas mal de nuisances. Et donc leur préconisation, c'était de penser aussi à du mobilier transitoire, à aménager des espaces de convivialité autour de ces zones-là. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, il y a les guides qui sont à disposition là-bas. Voilà. Merci beaucoup. À propos de ces cheminements, il me semble que Marguerite, vous lui présentez un travail sur la marche des femmes. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si je sais. Du coup, il faut passer... Oui, c'est dans l'autre sens. Ok. Ouais. Voilà. Oui, bon, alors ça, du coup... ça, c'est un peu décalé. Alors, donc, du coup, comme je vous disais, on a mené un diagnostic genré quand on était dans le quartier d'Émile Dubois, et c'est là où on a mené donc le projet de parcours lumineux qu'on a appelé coup de projecteur. L'idée, c'était en fait face au constat que 80% des femmes et 60% confondus, hommes et femmes confondus, avaient peur de circuler dans le quartier la nuit. On s'est dit qu'il y avait vraiment un enjeu à éclairer le quartier, à travailler sur l'éclairage dans le quartier. Donc là, c'est un plan d'un autre quartier. C'est pas le quartier d'Émile Dubois, c'est à Villers-de-Quatre-Chemins, parce que du coup, on a répliqué ce projet dans un quartier voisin d'Émile Dubois. Mais je vais déjà là vous parler du premier prototype qu'on a fait à Émile Dubois. Donc, on a travaillé avec, comme on le
fait à chaque fois avec donc un public de femmes ici parce qu'on avait l'aquarium et donc du coup on avait déjà un public de femmes qui étaient mobilisées au sein de ce lieu. Donc c'était plus facile de les mobiliser elles. Donc on a travaillé avec les femmes de l'aquarium pour le projet Émile Dubois et on a fait des ateliers de co-conception, co-programmation et aussi des marches exploratoires dans le quartier pour un peu voir les lieux justement qui étaient sombres, les lieux évités, les lieux appréciés. Et en fait on a constaté que elle traversait pas le quartier, elle passait souvent par les grandes avenues éclairées, mais en fait elle faisait des détours pour éviter de passer par les rues sombres du quartier. Et donc ça nous a permis d'identifier un peu les emplacements et où installer ce parcours lumineux. Et on a après travaillé avec elle sur quelle allait être la forme en fait des différents dispositifs de ce parcours lumineux. Et donc elle voulait vraiment avoir des éléments colorés, de la lumière colorée et des formes rondes. Et donc on a ensuite travaillé avec des designers pour co-concevoir à partir de ces retours, ce cahier des charges, les différents dispositifs. L'idée, c'était d'avoir un kit lumineux qui puisse être répliqué dans d'autres quartiers où il y avait les mêmes problématiques d'éclairage. Et donc, on a pensé le kit lumineux avec à la fois donc des repères, ce qu'on a appelé des repères, c'est des interventions au niveau des mâts d'éclairage avec de la peinture, et l'idée c'était aussi de travailler sur quand c'est nécessaire sur l'éclairage avec des lumières chaudes, si par exemple il y a des éclairages qui sont plus froids ou qui ne fonctionnent pas. Donc ça c'est les repères. Après on a les relais de réassurance qui sont là pour conforter aux entrées et sorties de quartier ou sinon au niveau des croisements. L'idée c'était d'avoir 3 spots de couleur rouge, vert, bleu qui quand ils se mélangent forment de la couleur blanche et quand on passe en dessous ça fait des ombres colorées. Donc peut-être que je peux vous montrer, c'est plus agréable de parler avec des images. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'effet que ça rend dans la nuit. Et donc on avait un 3e dispositif, c'était d'avoir un salon urbain. Donc c'est travailler sur un espace de convivialité dans l'espace public, de pouvoir s'asseoir, s'installer dans l'espace public. Donc on a travaillé avec aussi une designer qui s'appelle Clémence Passot pour imaginer les portraits, enfin les dossiers des bancs qui sont vraiment à l'image des habitants et habitantes du quartier. L'idée c'est pas que ça se réplique tel quel dans chaque quartier, mais que au niveau des dossiers, ça soit adapté au territoire et aux participants des ateliers. Et donc, alors attendez, pardon, c'est un peu technique. Bon, c'est pas grave. je ne maîtrise pas la zapette. Mince, très compliqué. Et donc on a mené ce chantier participatif à Émile Dubois avec les enfants de l'école Joliot-Curie qui ont réalisé donc toute la peinture au niveau des mâts. On a aussi fait une petite inauguration festive. En fait, on aime vraiment toujours faire des chantiers participatifs et des inaugurations un peu festives qui rassemblent les habitants. Pour nous, c'est important parce que en fait, en s'impliquant dans le chantier, ça fait qu'ils s'approprient aussi plus le projet, ils le respectent aussi plus, il y a moins de détérioration. Voilà, donc c'est des aspects importants. Je me perds un peu, mais du coup, ça a tellement bien fonctionné. En fait, on a fait un bilan d'usage après de ce premier projet qu'on avait mené à Émile Dubois, et on a eu beaucoup de retours positifs des habitants et des habitantes, surtout l'aspect ludique des lumières, et qui réconfortait vraiment sur les cheminements et qui plaisait beaucoup aux enfants et aux parents. Et puis les assises qui vraiment étaient nécessaires dans le quartier parce qu'il y avait un vrai manque d'assises, de bancs dans le quartier. On les avait vraiment placés au niveau du parvis de l'école. Donc ça profitait vraiment aux accompagnants et aux accompagnantes qui attendaient les enfants à la sortie de l'école, et puis même pour les personnes âgées le long des cheminements quand ils traversent l'intérieur du quartier. Et donc, Pleine Commune nous a proposé, comme ça avait bien fonctionné, d'imaginer donc de répliquer ce projet dans le cadre du quartier Villette-Quatre-Chemins et dans le cadre du renouvellement du quartier de Villette-Quatre-Chemins. Donc, on s'est installé, on a vraiment identifié les différentes rues qui allaient être réaménagées et on a imaginé donc ce 2e prototype de parcours lumineux. Et ça a vraiment, pour faire rapide, parce que sinon
je vais un peu me répéter, mais donc on a refait des ateliers là avec un public un peu plus large, puisqu'on a eu l'occasion de travailler avec la Maison des Jeunes, l'Homme-Ja d'Aubervilliers, avec aussi les femmes de la Main Tendue, qui est un lieu d'hébergement pour les femmes en situation de difficulté financière, familiale, victimes de violences. Et aussi on a travaillé avec le collectif Place aux Femmes, qui est très actif dans le quartier, qui est une association qui va dans les cafés qui sont majoritairement appropriés par les hommes dans le quartier et s'installe en nombre pour un peu labelliser les lieux accueillants pour les femmes. Et du coup, voilà. Alors là, c'est quelques chiffres du diagnostic, mais du coup, ça avait un diagnostic qui avait plus d'ampleur et qui nous a aussi pardon, je me perds un peu. Donc ce diagnostic, il a été mené avec un plus grand nombre de personnes. C'est aussi un quartier qui a été le quartier dans lequel on l'a implanté, c'est un quartier plus important dans le sens où on a aussi pu. L'idée c'était de l'intégrer dans le catalogue un peu de Pleine Commune et de pouvoir le répliquer dans différents lieux qui appartiennent, différentes communes qui appartiennent à Pleine Commune. Donc là, on avait bien réussi à faire l'effet, mais c'est vrai que la première fois quand on l'a mené à Émile-du-Bois, on n'avait pas vraiment réussi à avoir l'effet. Donc c'est vrai que le fait d'avoir fait le premier prototype, il y a eu des échecs, mais quand on a refait, il y a eu quand même des améliorations dans ce projet. Donc c'est aussi l'importance de tester des aménagements. Ça permet vraiment de voir ce qui fonctionne pas et de pouvoir avoir des pistes d'amélioration. Oui, donc c'est aussi effectivement ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette journée, c'est d'avoir vos retours d'expérience avec vos différents profils entre l'atelier d'urbanisme, l'aménageur privé, le conseil départemental. Avant d'ouvrir aux questions, je vais juste vous proposer à chacune en quelques mots, et puis on ouvrira aux questions quels sont pour vous, avec vos positions différentes, c'est peut-être pas les freins, mais peut-être plutôt les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour développer ce type de démarche et qui pourrait inspirer aussi pour la suite des discussions. Ouais, peut-être Sarah pour commencer. Déjà pour nous, ce qui est un levier, un enjeu, je ne sais pas, mais c'est de se dire que prendre en compte les enjeux d'inclusivité dès le début, dès la genèse des projets urbains, c'est un gain forcément, puisque ça évite plein de surcoûts après liés au fait que si on ne prend pas en compte des enjeux d'accessibilité dès le début, en fait on va devoir faire des travaux après pour adapter l'environnement urbain, donc ça va entraîner forcément un surcoût. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est forcément un gain d'y penser dès le début. Après, un levier qu'on a essayé d'activer avec la démarche quartier inclusif, c'est la démarche multipartenariale. C'est pas forcément facile parce que c'est, comme vous l'avez compris, une démarche qui se fait avec des acteurs du logement, de l'urbanisme, des acteurs de la santé. On a tous nos fonctionnements qui sont assez rigides potentiellement, donc il faut qu'on essaye de rompre ces logiques de silo. Il faut que nous aussi, direction de l'autonomie, on nous fasse un petit peu plus la place dans tous ces sujets liés à l'urbanisme, parce qu'en fait on a un regard à apporter. Donc c'est ce levier-là qu'on a envie d'activer avec la démarche quartier inclusif, c'est essayer de rompre un petit peu les frontières. Et une autre frontière qu'on a essayé de rompre avec notre projet, c'est la frontière entre les enjeux de résilience climatique et les enjeux du vieillissement de la population, parce qu'en fait on peut pas vieillir correctement dans un quartier si les logements sont mal isolés, s'il n'y a pas de points de fraîcheur qui sont pensés dans les aménagements urbains. Donc voilà, on essaie de penser à tout ça. Merci. Alors, je pense qu'il y a un levier qui est effectivement important pour permettre de poursuivre tout ce travail-là et puis de l'emmener jusqu'à la réalisation et jusqu'à l'exploitation après. C'est effectivement l'approche multipartenariale, l'acculturation, déjà l'acculturation en interne, nous en tant qu'aménageurs, déjà les aménageurs sur ce sujet-là, qui ne sont pas simples en fait forcément à appréhender. L'acculturation également des différents praticiens en fait de la ville, c'est-à-dire comment à un moment donné on arrive à embarquer toute une équipe aussi de maîtrise d'œuvre, donc de concepteurs, comment ils arrivent à se mettre à la place de
finalement en fonction des enjeux et des cadres, et des populations cibles. Et puis comment également on arrive à embarquer en tant qu'aménageur ensuite les opérateurs privés, entre autres. Comment on joue le rôle en fait d'un acteur qui va venir aussi embarquer en tant qu'aménageur ces opérateurs privés, sensibiliser, expliquer et rendre visible. Ça, je pense que c'est un levier important, puisque une fois qu'on a acculturé entre guillemets, on peut aussi mettre au service de l'inclusivité toutes les compétences en fait plus techniques qu'on peut avoir en tant qu'aménageur, en termes de montage, en termes de programmation, de voir ensuite comment on orchestre cette programmation dans le temps. Donc ça, c'est effectivement un levier aussi qui est assez majeur. Merci. Et enfin, Marguerite, s'il y avait un levier. Je pense déjà de tester les aménagements, parce que là on l'a vu à Émile Dubois, le fait d'avoir testé ce premier aménagement nous a amené à nous améliorer. Donc je pense que le test c'est important pour savoir si ça change les pratiques, si ça favorise une appropriation plus mixte des espaces. Et puis forcément impliquer les habitants et les habitantes dans les projets urbains, vraiment en identifiant des publics qui sont parfois plus invisibilisés dans l'espace public, tels que les femmes, les personnes seniors, les personnes en situation de handicap. Voilà, je pense que globalement, et puis le portage politique aussi, effectivement, c'est un point assez important, parce que par exemple à La Courneuve, on avait un autre projet d'aménagement d'un espace sportif, et en fait le maire a vraiment dans la commande, on devait penser à un espace justement mixte, où il y avait une mixité d'usage et qui soit un espace sportif égalitaire, inclusif. Et le maire a vraiment tenu tête face à certaines personnes qui disaient oui, non, il faut pas garder, faut garder le city-stade, c'est important d'avoir un city-stade. Il a dit non, c'est pas l'objet de notre commande. Il faut justement faire en sorte que ça soit un espace sportif qui soit inclusif. Et aujourd'hui, le foot est quand même majoritairement pratiqué par des garçons dans les city-stades. Donc il a tenu tête, et je pense que c'est important aussi d'avoir des figures qui portent le projet et les intentions d'égalité et d'inclusivité. Très bien, merci beaucoup à toutes les trois. Je vais ouvrir, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. On a une petite dizaine de minutes pour en parler. Oui. Oui, Pascal Lancel de Copanam, je suis assistant maîtrise d'usage. Et c'est une question pour Marguerite. Ouais. Est-ce que l'un des enjeux n'est pas de faire en sorte que la maîtrise d'ouvrage définisse dès le départ une prise en compte des usagers qui va de la pré-programmation jusqu'au fonctionnement, et de faire en sorte que le rôle de l'assistance à maîtrise d'usage, qui est un tiers neutre facilitateur, soit le garant du dialogue entre les professionnels et les publics usagers mobilisés. Parce que la remarque que faisait tout à l'heure l'une de vos collègues, c'est acculturer les équipes internes, c'est bien, mais faire en sorte que la maîtrise d'œuvre se mette à la place de l'usager, c'est pas top. En fait, il vaut mieux qu'il y ait un dialogue entre les maîtrises d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage, en fait, l'ensemble des usagers constituant la maîtrise d'usage, de façon à ce que ce dialogue soit fécond et qu'on puisse avoir une forme de collaboration et de traçabilité, que les éléments initiaux qui ont été définis dans le programme soient bien appliqués. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de garant champion de la prise en compte des usagers, les bonnes idées qui peuvent être élaborées en pré-programmation ou en programmation, elles peuvent être transformées, affadies, voire ne pas toucher la cible,
parce qu'interprétées par des professionnels qui pensent savoir, alors que finalement le garant, c'est celui qui au départ va y vivre et va y travailler, et que si on ne prend pas en compte son point de vue sur la réalisation, on peut être tombé à côté de la plaque. Tout à fait. Alors, je ne sais pas quelle est vraiment la question, mais je partage totalement votre point de vue. La question, c'est est-ce que le levier principal n'est pas de faire en sorte que dans la maîtrise d'ouvrage impose une cohérence de prise en compte des usagers dès le départ, et qu'on n'invite pas les professionnels à se mettre à la place d'eux, mais à dialoguer avec la maîtrise d'usage, qui est totalement différent. Tout à fait. Tout à fait, non, je pense que c'est important effectivement de penser l'implication des usagers sur tout le long du processus, et que l'assistance à maîtrise d'usage soit là, vraiment là pour récolter sur les différentes, soit attentive à ce que tout ce qui est ressorti justement et qui a été récolté auprès des usagers soit bien retranscrit dans toutes les étapes et qu'on ne perde pas la donnée. C'est effectivement, je pense, très important, et le rôle de la maîtrise d'usage. Et c'est effectivement vrai qu'il est important que dans les commandes, c'est là où on voit les commandes les mieux pensées, les marchés les mieux pensés, c'est quand justement on voit que la maîtrise d'usage, elle suit vraiment tout le long l'assistance à maîtrise d'usage est là présente sur tout le long du projet. Je sais pas si ça répond totalement à votre question. Bonjour à toutes et tous, Martin Citarella, conseiller technique aménagement, conseiller aménagement, je suis plus technique, du comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis. Je voulais rebondir sur la dernière présentation de Marguerite concernant l'espace sportif inclusif et la question du City-Stade. On aura l'occasion d'approfondir cette question cet après-midi d'ailleurs. Juste une petite remarque sur la question du foncier, en fait, de la consommation d'espace. Nous, on a soutenu le projet qu'a présenté Marguerite, on y a souscrit, il y a des avis écrits où on dit que c'est un bon projet et on l'a vraiment soutenu. Par contre, moi, ce qui me chagrine au final, c'est que si ce projet naît, c'est aussi parce qu'un city-stade est détruit. Alors on peut débattre sur les city-stades, mais c'est pas l'objet. Moi, ce qui doit nous alerter, je pense, dans l'objectif de faire une ville pour la santé, pour les activités physiques et ainsi de suite, c'est vraiment cette question, je pense à un moment donné, de la bataille pour le foncier. On a décidé de construire des nouveaux logements. Qu'est-ce qu'on a fait sauter? L'espace sportif. Il y avait aussi d'ailleurs des cours de tennis. Donc attention aussi à cette question-là, et je pense que tous, en tant qu'urbanistes, architectes, fabricants de la ville, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, on doit aussi réfléchir à des solutions de mutualisation, de hauteur, parfois peut-être même de profondeur, pour répondre à cette question de la densité. Je pense que la question de la densité, elle est essentielle dans tous les débats qu'on va évoquer, parce qu'elle détermine quand même le terrain de jeu sur lequel on peut mettre en place nos idées, aussi inclusive et intéressante soit-elle. Alors, je suis d'accord. Après, c'est vrai que sur le projet de la Courneuve, justement, il y avait quand même des cours d'école qui allaient être ouvertes avec un espace city-stade. Donc, il y a quand même d'autres, vraiment à proximité très proche de l'espace sportif. Donc, il y a quand même d'autres espaces potentiels pour faire du foot à proximité. Et puis, même dans l'espace sportif tel qu'il est pensé aujourd'hui, enfin qui va naître dans les prochaines années, il y a quand même un espace central qui permet à la fois de faire du foot, du tennis. Donc je pense que ça répondait quand même si le City-Stade disparaît, à ce besoin de faire du foot, mais juste en offrant aussi une plus grande diversité d'usages. Véronique Parent, moi je vais rebondir sur la question de la densité parce que je trouve que c'est assez fondamental, comme vous le soulignez. Et notamment, je m'adresse plus à la personne des espaces ferroviaires, parce qu'effectivement, on avait les urbanistes des décennies précédentes avaient localisé essentiellement des équipements, alors sportifs ou scolaires, le long des axes bruyants, notamment les axes ferroviaires, notamment le périphérique, la 86, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve à densifier la ville sur elle-même, ce qui est tout à fait vertueux, et en même temps, donc on crée beaucoup de logements. Alors là où avant on avait des espaces qui n'étaient utilisés que ponctuellement,
le long de ces espaces bruyants. On se retrouve avec des logements qui sont en occupation permanente le long d'axes bruyants. Et j'ai pas entendu là dans la présentation du sujet de choses sur l'impact entre la pollution acoustique et donc qui relève de la santé véritablement. On s'en aperçoit de plus en plus aujourd'hui de gens qui sont impactés par la pollution acoustique. Avec donc ces nouveaux programmes de logement qui sont extrêmement denses. Moi, je serais contente que vous puissiez nous parler de cela. Merci. Alors oui, bien sûr, hein, la question de l'environnement, de l'impact de l'environnement en fait en tant que tel sur la santé, c'est un point qui est majeur. Là, ce qui a été travaillé à l'échelle des logements, c'était notamment de pouvoir faire disposer d'espaces de calme, notamment côté cour, et dans cette perspective-là, de travailler sur le côté traversant en fait des logements. Et effectivement, sur le côté cour, de se questionner en fait sur l'usage de la cour de manière à véritablement disposer d'un espace de calme également en journée. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a travaillé en fait ce sujet du bruit, et également avec toute une logique de. Alors il y a un recul, on l'a vu avec la promenade du faisceau, et un recul supplémentaire en fait par rapport au périmètre d'implantation du bâtiment, et un travail ensuite sur les façades, loggia, pour limiter en fait l'impact du bruit, sachant que sur ce faisceau-là, on n'est pas sur un faisceau. Avec donc un freinage notamment des trains qui peut typiquement rendre encore, renforcer en fait l'impact du point de vue acoustique. Il y a des études acoustiques qui ont été réalisées. L'impact en fait de la voix est moins important que la circulation côté rue de l'Évangile. Donc c'est l'ensemble en fait de ces éléments de diagnostic qui nous ont amenés à travailler le plan urbain évidemment, puis après à retravailler à l'échelle du lot la manière en fait de répartir aussi les espaces entre espaces de vie, espaces de sommeil, et puis la place notamment de la cour intérieure, et puis tout le travail aussi autour de la propagation en fait des ondes de bruit. Bonjour, Élodie Cotard, paysagiste au CAUE 94. Je me posais la question sur la notion justement de la végétalisation de ces espaces, sur le fait de préserver aussi des espaces de nature malgré cette pression foncière et le fait de construire. Et justement, est-ce que vous avez aussi mené, il y a des études qui ont été menées sur les bienfaits de la nature au quotidien, et pour toute notion de vulnérabilité, justement, où il y a plein d'études qui sont sorties sur la notion de la santé et du paysage, et comment ça a pu être intégré aussi dans certaines de vos recherches. Donc pour répondre pour le département de la Seine-Saint-Denis, dans la démarche sur les parcours résilients, c'est une démarche qu'on a co-construite avec notre direction de la transition écologique et de la résilience. Donc en fait, dans le travail de repérage et le travail avec les habitants, il y avait un point d'intention qu'on devait amener sur les espaces verts, sur les espaces de chaleur, et donc tous ces sujets-là qui peuvent être directement reliés aussi au sujet de l'autonomie. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé là-dessus. Et après, dans le livrable, du coup, ça a mené à des recommandations sur la mise en place notamment d'un peu plus d'espaces verts. Et il y a une des préconisations générales qui a été avancée par Monono, qui est de faire plus de liens entre le prendre soin du vivant et le prendre soin des gens, parce qu'en fait, c'est fondamental. Et voilà. Alors nous, de notre côté, sur la stratégie paysagère, en fait, il y a effectivement eu tout un travail aussi sur l'îlot de chaleur urbain, avec des études qui ont été réalisées, un travail sur l'impact de l'îlot de chaleur urbain sur les parcours, qui a également été intégré, et également la réflexion sur la complémentarité, toujours espace public, espace commun, espace privé, pour prolonger en fait la végétalisation dans l'îlot, cœur d'îlot ou toiture, avec une logique dans l'espace privé de se dire il faut qu'on ait une 5e façade qui soit utile, en termes d'usage, végétalisation notamment. Donc plutôt travailler sur la complémentarité, sachant que les fonciers ferroviaires, ceux sur lesquels on intervient, sont très imperméabilisés en fait au départ. Très bien, je vous propose de conclure cette première table ronde et de laisser la place à la suivante, qui sera tout aussi riche, je pense, de discussions. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup.